Alors, on va démarrer. Je pense que quelques-uns vont peut-être nous rejoindre en route. Merci à Monsieur Pifta d'avoir accepté notre invitation. Merci à Madame Tesnas Dumoncel aussi qui a fait le lien entre l'Association française du syndrome de Rett et Monsieur Pivetta, qui est donc directeur de la MAS, qui va se présenter un peu plus en détail juste après. Sandrine Soutarson, que vous avez l'habitude de voir lors de nos webinaires, a eu malheureusement un imprévu et donc je la remplace au pied levé. Donc, je remercie Sandrine pour sa disponibilité et je la remercie aussi de présenter tous ces webinaires chaque semaine. Je remercie les participants de cet inscrit et donc de bien garder vos micros fermés. Vous pouvez lever la main si vous avez une question en route. Et vous avez également le chat si vous voulez la poser à l'écrit. Je vais introduire de suite Monsieur Pivetta. Bonsoir, Monsieur Pivetta. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Richard Pivetta, je suis directeur de la MAS Les Amis Clairs à Paris dans le 14e, qui est une structure qui est ouverte en 1981 et qui accueille des adultes polyhandicapés depuis là. Donc, vous voulez que je présente On va présenter donc la maison d'accueil spécialisée, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup les familles et très tôt d'ailleurs, ce sujet des masses qui suscite beaucoup de questionnements, beaucoup de questions et pour lequel il y a pas mal. On a eu quelques questions et je pense que les parents auront ce soir quelques questions à vous poser. Donc, je pense qu'on va rester. On vous entend assez mal. Ah, je suis désolée. Le micro peut-être est un peu éloigné. Bon, je vais essayer de faire au mieux et de parler un peu plus fort. Vous me dites si vraiment je dois répéter. On va partir en fait de l'exemple de l'établissement dont vous êtes le directeur pour expliquer un peu le fonctionnement de la masse. Voilà, il y a peut-être des réponses qui sont beaucoup plus larges que vous ne pourrez peut-être pas forcément donner, mais je vous laisserai y répondre. Donc effectivement, qu'est-ce qu'une masse, M. Pivetta ? Alors, une masse, c'est une structure qui est issue des lois de 75. Les premières ont été créées au début des années 80. Elles sont faites pour faire suite aux structures pour enfants qui sont comme les EAP aujourd'hui, qui étaient des IMP précédemment. Il faut savoir que dans ce type de structure médico-sociale, on distingue les structures enfants des structures adultes et donc la masse est une spécialité pour accueillir des adultes lourdement handicapés. C'est le propre des masses, c'est la structure médico-sociale qui accueille les personnes les plus lourdement handicapées, c'est celle qui est la plus médicalisée et qui a à ce titre-là une équipe pluridisciplinaire beaucoup plus étoffée que ce qu'on peut trouver dans d'autres types de structures. Alors, je vous avais lancé le PowerPoint, je ne sais pas si je peux le faire suivre, non? Je ne pense pas, non. Alors, du coup, vous me dites, vous me direz la slide suivante et je vais... Je voulais vous présenter un petit peu les modalités de travail qui sont les nôtres dans ce type de structure. Au travers de ce sommaire, vous verrez que notre principal axe de travail est le projet de vie du résident. Je vous expliquerai un petit peu comment on le conçoit, comment on le pense et ce qu'il implique dans notre façon de travailler. Je vous dirai quelles sont les modalités d'accueil qu'on peut trouver dans ce type de structure, l'offre de service d'une manière plus générale, le personnel qu'on peut y trouver et les partenariats qui existent. Donc, le projet du résident, j'aime bien la slide. Voilà, il s'inscrit dans une temporalité et ça, c'est hyper important, cette notion de temporalité, puisque le résident s'inscrit dans une histoire. Il ne débarque pas à zéro dans nos structures. Il est issu d'une famille, il est issu d'un parcours déjà institutionnel. Et c'est donc très important qu'on ait connaissance de cette anamnèse, qu'elle soit sociale ou médicale,
pour bien comprendre, pour bien tenter de comprendre où en est le résident. Et c'est tout le travail qu'on fait notamment dans la période de transition où on va dans la structure précédente pour rencontrer les professionnels, on travaille avec les familles pour préparer l'accueil des résidents, on fait se rencontrer les équipes pour partager un petit peu leur savoir-faire. On sait bien que les écrits sont très importants, les vidéos peuvent être utiles, mais rien ne vaut le contact entre les équipes et les anciens établissements et les familles pour tenter de faire que cette transition se passe au mieux. Transition qui souvent est beaucoup plus compliquée pour les parents que pour les résidents. Euh, voilà, moi, je travaille depuis 1998 en masse pour des adultes polyhandicapés. Euh, je dois avouer que j'ai jamais connu de difficultés d'accueil d'un nouveau résident. Par contre, des difficultés d'accueil des nouveaux parents, ouais, ça c'est quelque chose qui est très très fréquent parce que parce que c'est angoissant de basculer dans le monde adulte. Alors, pour tenter de lutter contre ça, le seul moyen, c'est d'acquérir de la confiance. Et cette confiance-là, elle ne se décrète pas. Il n'y a pas une boîte à cocher pour se dire, bon, ça y est, il y a la confiance, elle est nécessaire. La confiance, elle se construit. Moi, j'ai pour habitude dans ma structure de décréter que c'est une structure ouverte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et les familles, ils sont les bienvenus à toute heure. Après, quand on est quelqu'un de correct, bien élevé, quand on va rendre visite chez quelqu'un, on prévient tout simplement pour être bien accueilli. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais proposé de créneau d'horaire de visite. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens compte tenu de la spécificité, entre autres, du polyhandicap. Je pense que c'est aussi la, la déconstruction nécessaire et systématique des représentations qui sont les nôtres pour pouvoir accompagner au mieux la personne polyhandicapée, qui fait qu'on peut avoir comme ça des méthodes de pensée qui sont un petit peu plus ouvertes. Et donc, pour pouvoir être accueilli à la masse, si un parent il a envie de donner à manger le soir à son enfant, il a envie de le coucher le soir pendant un certain temps, ce n'est pas un problème. On travaille la confiance, il n'y a que comme ça que ça se passe bien. La temporalité, c'est aussi la prise en compte au travers du projet du résident, ce qu'on va lui offrir à un court et un moyen à long terme. C'est dans cette dynamique-là que s'inscrit le projet de vie du résident et on a ainsi la notion de parcours de vie pour les résidents à la masse. Donc, ce projet, il n'a de sens que s'il est co-construit. Il est co-construit avec le résident dans la mesure du possible, à sa manière. Il y a toujours quelque chose à créer en termes de communication qui est un grand chantier. Je fais une petite digression, mais aujourd'hui, la communication avec les supports plus modernes, des tablettes de communication, etc., on se rend compte petit à petit de l'éventail vertigineux des possibilités que ça peut offrir, qui sont très différentes d'un résident à un autre, bien évidemment. Donc, voilà, recueillir dans la mesure du possible le point de vue du résident, ses appétences, le plaisir qu'il peut avoir avec certains professionnels, avec certaines activités, avec certains plats, etc. C'est important. Il se co-construit avec les professionnels, bien évidemment, qu'ils soient éducatifs, paramédicaux et médicaux. J'aime à dire que le projet de soins est au service du projet éducatif dans notre structure, c'est-à-dire que la part médicale de l'accompagnement des personnes polyhandicapées, elle est très importante, mais ce n'est pas
ce ne doit pas être le cœur du travail. Le cœur du travail, il est sur l'accompagnement éducatif. Et le projet médical, il doit pouvoir servir le projet éducatif. Alors, bien évidemment, quand il y a des périodes de crise, quand il y a des périodes de tension, quand c'est compliqué, le projet médical reprend le dessus, mais la logique, elle est celle-ci. Le projet médical est au service du projet éducatif. Le projet, il est construit aussi avec les familles, avec les proches. Ça dépend des situations de chacun. J'aime à dire que la famille, c'est le premier spécialiste de son enfant quand même. Et ça, il faut bien qu'on le prenne en compte. Il y a tout un savoir-faire issu de la connaissance des familles qui est indispensable à pouvoir accompagner au mieux leur enfant. Et puis, dans certains cas, pour certains résidents qui n'ont plus de famille, on travaille avec les organismes de tutelle. À la page suivante. Alors, ce projet de vie, il se met en œuvre de différentes manières. Il se met en œuvre au travers d'un accueil, il peut se mettre en œuvre au travers d'un accueil de jour. Il faut savoir que les masses, au départ, ont été un petit peu pensées principalement en internat. C'est une déclinaison par la suite sur de l'accueil de jour, mais ça n'a pas été pensé comme ça au tout début. Donc, il y a de l'accueil de jour, il y a de l'internat complet, il y a de l'accueil d'urgence, des lits qui peuvent être mis à disposition pour répondre à des situations critiques. Et nous, à la masse, on a la particularité d'avoir un accueil alternant, un alternat qui permet pour des résidents d'être accueillis sur des modalités d'une semaine d'externat suivi de 3 semaines d'internat, ou bien 15 jours, 15 jours, ou bien l'inverse, 3 semaines d'internat, une semaine d'internat. L'idée, encore une fois, c'est d'offrir un panel de services, un panel d'offres d'accueil qui puisse être évolutif. Bien souvent, ça, je le constate vraiment de plus en plus, les familles de résidents qui viennent des structures pour enfants n'ont pas envie d'un internat ou même pas envie d'alternance. Ils ont envie d'un externat et c'est important d'avoir cette modalité d'accueil. Et puis, petit à petit, quand la confiance s'installe, etc., d'avoir des modalités d'accueil qui puissent évoluer vers davantage d'internats, que ce soit sous forme d'accueil temporaire, d'accueil séquentiel, mais aussi dans le cadre de séjours en alternat. Les familles, moi j'ai pour habitude au cours des réunions de post-synthèse avec les familles de leur rappeler que l'avenir de leur enfant, c'est probablement de l'internat et que cet internat, on a tout intérêt à le préparer. Et le préparer, ça veut dire qu'on offre des modalités d'internat quand les familles vont bien, non pas quand c'est une situation de crise. Parce que quand c'est une situation de crise, l'accueil, il se fait de manière précipitée et c'est pas bon. Pardon, je vous coupe et je pense qu'on y reviendra après parce que ça fait partie des questions et ça fait aussi partie des préoccupations principales des familles quant aux masses. C'est qu'aujourd'hui, on propose aux familles une majorité de places en internat dès le passage en masse et on passe d'un externat complet à un internat complet. Et ça, c'est très préoccupant pour les familles. Mais après, j'y reviendrai sans problème, mais je trouve qu'on a tout intérêt à développer des potentialités d'accueil qui soient variées et diverses. Or, c'est super complexe, hein, la mise en place d'un alternat avec des chambres qui tournent presque toutes les semaines, des valises à faire, des chambres à nettoyer pour pouvoir réaccueillir, puis pouvoir faire des chambres qui soient
un peu personnalisé sans trop l'être, avoir les affichages qui vont bien sur les modalités pour coucher les résidents, par exemple, sur les modalités d'accompagnement, sur la diversité des modalités d'accueil au moment du repas, parce que le résident échange d'unité. Enfin, c'est vraiment complexe. Ça Oui. demande un vrai savoir-faire, mais c'est tout à fait possible. Et quand ça fonctionne bien. Et moi, j'ai aujourd'hui des résidents qui ont été accueillis en externat, qui sont passés en alternance, qui sont passés en internat maintenant. Donc, quand tout à l'heure, je parlais dans le cadre des projets individualisés, la notion de temporalité et de parcours de vie, c'est fondamental. On n'est pas on n'est pas le même adulte à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, qu'on soit polyhandicapé ou qu'on ne le soit pas. Les besoins, ils sont différents. Donc, il n'y a strictement aucune raison de penser que l'accueil, sous prétexte qu'on a 19, 20 ans, 22, si l'établissement a été généreux en Creton, et que tout d'un coup, pouf, on bascule et que plus rien ne change. Non, ça doit pouvoir être pensé de manière progressive. Et puis, ce serait intéressant, alors ça, ce n'est pas quelque chose qui existe chez moi, mais avant d'avoir un pôle de ressources pour des usagers à domicile, je trouve que, sous forme de SAMSA ou autre, je trouve que ça pourrait être tout à fait intéressant. Richard, je vous coupe, je suis désolée, j'ai des questions. Là, j'ai deux questions. Alors, comme ça concerne justement l'accueil internat, externat, etc., est-ce que je vous les pose maintenant ou on y revient enfin? Ah non, 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 c'est intéressant Oui. d'échanger. Alors, on a Véronique qui demande qui décide de la mise en place de l'alternance internat-externat dans un établissement? C'est l'association qui décide, qui écrit un projet au départ d'établissement en vue d'une ouverture. Et puis après, le directeur fait vivre ce projet d'établissement, le fait évoluer en fonction des besoins. Un projet d'établissement, c'est 5 ans. Il est pensé par une association au départ, et puis petit à petit, les résidents, ils évoluent. Si je prends l'exemple de la masse, donc la masse, elle a 2 sites en plus. Il y en a un dans le 14e, il y en a un dans le 13e. Dans le 13e, c'est un internat complet inclusif, c'est-à-dire les résidents vivent dans un appartement, dans un immeuble de la RIVP, avec un projet de vie un peu d'intégration à la vie de quartier. En gros, c'est une unité de vie hors les murs. Mais dans le 14e, on avait 2 modalités d'accueil, soit de l'externat, soit de l'alternance. Il n'y avait pas d'internat. Il n'y avait pas d'internat complet. Puis petit à petit, les besoins se sont fait ressentir. Moi, je voyais bien que j'étais de plus en plus en difficulté pour accueillir de nouveaux résidents quand des places de, je dis n'importe quoi, 15 jours se libéraient. C'était compliqué de trouver des candidats. Et puis, c'était des choix qui étaient imposés. En gros, de toute façon, voilà, il y a une place qui est libre, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. C'est sur telle modalité. Et puis, point barre. Donc, petit à petit, j'ai essayé de penser l'organisation de manière à ce que on puisse avoir davantage de places en externat, puisque c'est la demande principale, et tout en gardant la possibilité d'avoir des places en externat. Alors, on jongle avec deux accueils de une semaine d'internat et 3 semaines d'externat. Quand on les fusionne, eh ben, ça fait un accueil en externat et un accueil en 15 jours, 15 jours. Voilà, c'est un peu du sudoku, mais on finit par y arriver. Et donc, on débouche sur la question de Sandrine. Comment fait-on? Alors, j'imagine que cette réponse, elle dépasse votre rôle de directeur, mais comment fait-on quand la structure ne parle que d'internat? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui ne proposent que l'internat. C'est des agréments. Après,
L'association a déposé un projet d'établissement auprès de l'ARS qui l'a validé. Et donc, nous, on est financé. Il faut savoir que pour l'ARS, il y a deux modalités d'accueil exclusives et reconnues. C'est trois, allez, trois. C'est l'externat, l'internat et l'accueil temporaire. À partir de là, sur l'internat et l'externat, la mise en œuvre de ces places, c'est le projet d'établissement. Moi, j'ai 20 places agréées en internat et 22 en externat. Je pourrais me contenter d'avoir 22 places d'externat pur et 20 places d'internat pur, point barre, quoi. Il se trouve que la structure a été pensée au départ avec de l'alternat et je l'ai déclinée en fonction des possibilités et des besoins que je ressentais qui sont pas les mêmes aujourd'hui que ceux qui existaient il y a déjà rien que 10 ans quand j'ai pris la direction de l'établissement. Très bien. Très bien. On n'a plus de questions pour le moment. Ok. Laisse continuer. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'était une slide qui un petit peu détaillait ce que c'était que l'alternat. Je suis déjà revenu pas mal dessus. Donc, ça a été créé en 1980. L'idée en 1981, c'était que les parents de l'IMP voulaient pas d'un internat complet. Par contre, ils avaient bien conscience que c'était un peu la destinée à un moment ou à un autre. Ils avaient juste besoin d'avoir des relais. Donc, ils ont imaginé une ouverture sur 210 jours. Ce n'est qu'ensuite qu'on est passé à 365 parce que les masses doivent être ouverts sur 365 jours. Et ils ont imaginé ce fonctionnement avec une semaine. Je crois qu'au début, c'était 15 jours, 15 jours, 15 jours d'externat et 15 jours d'internat pour les résidents. Mais c'était imposé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place d'externat. Les places d'externat, en fait, quelque part, c'est bien, c'est les résidents qui l'ont imposé. Parce que certains résidents n'ont jamais accepté de rentrer en alternance. Ça ne leur convenait pas. Et donc, voilà, ça a été des accueils très compliqués. Et l'externat s'est imposé petit à petit. C'est devenu une modalité d'accueil à part entière. Donc, les résidents ont une chambre qui leur est plus ou moins titrée, c'est-à-dire qu'on essaye d'accueillir les résidents en alternat dans des chambres qui sont toujours identiques, dans la mesure du possible, parce que qui dit alternat dit souplesse. Et souplesse, ça veut dire que quand une famille, pour X raisons, c'est sa semaine d'externat, et puis il y a un membre de la famille qui s'est blessé, ou il y a une difficulté particulière qu'il faut faire appel à la solidarité familiale, il faut bien, moi j'ai que 12 places, hein, j'en ai pas 13, il faut bien que des familles cèdent leur place d'internat et acceptent de reprendre leur enfant en externat le temps que la personne, le résident qui est en difficulté, puisse retourner dans sa famille. Donc, comme on n'a pas de... Nous, on a des chambres doubles, mais on met toujours garçon-garçon ou fille-fille. C'est un autre sujet. On essaye de faire en sorte qu'ils soient toujours au même endroit. C'est important d'avoir quand même une chambre et d'avoir un lieu intime, même en journée. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien d'avoir que des chambres individuelles. C'est un vieil établissement. L'association Notre-Dame de Joie a été reconnue d'utilité publique sous Napoléon III et a été créée sous Louis XIV. Donc, c'est une vieille dame et le bâtiment, il va avec. Même s'il a été reconstruit
au début du XXe siècle. Voilà, j'ai des chambres doubles, c'est pas même si l'intérieur a été bien évidemment modernisé, adapté avec des rails, etc. Je pourrais peut-être parler un petit peu des locaux. Ça reste une architecture d'un bâtiment parisien qui n'est pas forcément ce qu'on peut trouver aujourd'hui quand on construit un bâtiment. L'alternat, ça nécessite une logistique importante, hein. Vous ne pouvez pas demander à des équipes de mettre en place de l'alternat sans que ce soit longuement travaillé et qu'il y ait des galères majeures derrière parce que ça nécessite un savoir-faire très important. Euh, L'alternat, il est ouvert que 210 jours. Du coup, en gros, on arrête le 15 juillet et on reprend le 1er septembre. Et donc, pendant cette période-là, les 12 places d'internat complet restent ouvertes, puisque je vous ai dit que les structures masse étaient ouvertes 365 jours par an. Et donc, on fonctionne un peu comme des séjours temporaires. Les résidents qui le souhaitent viennent une semaine, 15 jours, 2 fois 15 jours, en fonction des places disponibles et de la répartition des uns et des autres. On peut également accueillir des résidents d'autres structures sur ces périodes-là. Et donc, on fonctionne sur des modalités d'accueil séquentiel temporaire sur l'été et puis 15 jours à Noël. Une chose importante, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'alternat, ça nécessite, c'est un relais pour les familles et pour les proches. Ça évite une trop grande usure et ça permet de garder son enfant au domicile le plus longtemps possible. Mais ça nécessite aussi beaucoup de solidarité entre les familles quand certaines sont en difficulté pour pouvoir reprendre leur enfant au domicile de manière momentanée. Je pense que vous allez susciter beaucoup d'envie chez les familles parce que l'alternat, je pense que c'est une solution idéale avec un endroit fixe où l'adulte voilà, prend ses habitudes, mais qui est encore aujourd'hui, je pense, très peu proposé dans les établissements en France. Ouais. Voilà, nous, on a beaucoup d'adultes qui sont accueillis exclusivement en internat, ce qui est quand même beaucoup, voilà. En sortant d'un établissement. Je continue à mal vous entendre. Ah, je suis désolée, j'essaie de parler plus fort. Oui, non, je disais que vous C'est aviez... pas une question de force, je crois que c'est une question de rester proche du micro. En fait. De micro, oui. Ou alors vous allez me voir en très gros plan dans 2 minutes, mais je m'approche. Mais voilà, en tout cas, je pense que l'alternat gagne à se répandre dans l'ensemble des établissements français, qui, je crois, aujourd'hui est trop peu proposé, où nous, on a des retours de familles qui sont principalement concernés par des établissements uniquement en internat et qui doivent donc quitter un établissement dans lequel l'enfant a pris ses habitudes depuis quelques années, dans lequel ça fonctionne bien et doit faire face à un changement qui, en plus, est quand même assez radical puisqu'on passe exclusivement à un internat. Donc, je pense que l'alternat gagne à se développer. Il ne faut jamais négliger la violence que ça peut représenter que de passer chez les adultes, ne serait-ce que physiquement. L'évolution physique des résidents, elle est quand même importante avec l'âge. C'est plus, enfin, pour tout le monde, hein, mais c'est violent. Et donc, voilà, la transition, c'est vraiment un élément, un moment clé. Moi, j'ai la chance d'avoir une structure IMP, EAP, qui est juste en face, qui est dans le même site de l'association. Donc, je vais dire 80% des résidents, 70 à 80% des résidents que j'accueille sont de la structure du site. Et donc, ils ont l'habitude de nous voir. Je pense que c'est déjà facilitant plutôt que voilà, des familles qui débarquent dans une structure pour adultes. Ouais, c'est compliqué.
Très bien. Est-ce que je peux passer la slide? Oui. Alors, l'offre de service, c'est autant que possible des chambres individuelles. Aujourd'hui, quand on ouvre une masse, on a principalement des chambres individuelles, même si je vous ai dit que chez moi, il y avait des salles, des chambres doubles. Alors, j'ai un avis un peu particulier sur la salle de douche, qui est un avis de Parisien. La- je trouve qu'une bonne structure, c'est une structure qui permet une certaine évolution motrice des résidents. Quand je parle d'évolution motrice, c'est de faire un tour en flèche, c'est de faire un tour en fauteuil roulant, c'est d'avoir des grands couloirs, c'est de pouvoir déambuler en toute sécurité dans la structure. Et je préfère de beaucoup avoir des salles d'activité, avoir des grands couloirs, que d'avoir des salles de bain, individualisées dans chacune des chambres. Pourquoi? Parce que chez soi, moi, je suis dans ma maison, hein, je partage ma douche avec mon ami et mes enfants, tout simplement, parce que c'est un lieu où on passe 20 minutes. Chez un résident polyhandicapé, il va y passer 45 minutes, 1 heure, mais après, c'est une pièce qui ne sert à rien et elle pourrait être tellement plus utile à d'autres choses. Euh, Ça, c'est un point de vue très personnel. Beaucoup de rails de transfert. Aujourd'hui, moi, j'en ai mis quasiment partout. Parce que c'est ce qui permet de mobiliser le plus efficacement possible les résidents, de les installer au sol. La liberté motrice, bon, j'accueille des résidents en situation des résidents polyhandicapés, pardon. Euh, c'est hyper important, la liberté motrice. Ils en ont peu. Donc, ils sont enfermés dans des coques si on y prête attention toute la journée. Donc, c'est important qu'il y ait des tapis au sol qui puissent vaquer à leurs occupations. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faciliter les mobilités, il faut que les professionnels aient des conditions de travail optimales. Un professionnel qui n'a pas des conditions de travail optimales, on ne peut pas lui demander d'accompagner correctement un résident. Sinon, ça marche pas. S'il se casse le dos à chaque fois qu'il installe un résident au sol ou dans un pouf, ça ne fonctionne pas. Donc, les rails de transfert, c'est vraiment quelque chose de pertinent. C'est important d'avoir des salles de bain qui peuvent accueillir des brancards douches, même si certains peuvent encore se doucher. Concevoir une salle de bain qui ne pourrait pas accueillir un brancard douche, ce n'est pas du tout adapté. Les lits médicalisés, la domotique, elle est utile. C'est important également d'avoir des sols parfaitement plats, notamment entre les espaces. Il n'y a rien de plus casse-pied que d'avoir ces petits rebords entre les pièces parce que quand on fait un transfert avec un fauteuil roulant, avec un lève-personne, quand il y a un sol qui n'est pas parfaitement lisse, c'est pas agréable pour le résident et ce n'est pas agréable pour le professionnel. L'hébergement, c'est le repas. Le repas, il doit être adapté d'un point de vue nutritionnel. Beaucoup de résidents ont des textures, comme dans les structures pour enfants, hein, des textures adaptées qui vont de la texture pommade, mixée, petits morceaux, normal, en fonction de ce qui a été préconisé, haché. Ça doit être un moment de plaisir, comme à la maison, et de pouvoir permettre des ateliers cuisine. Alors, ça, c'est hyper important que ce soit pensé dès le début. Pourquoi? Parce que la qualité de la nourriture, en gros, dans les CVS, il y a c'est pas bon et le linge. C'est en gros les deux sujets qui reviennent régulièrement. Et le c'est pas bon, c'est principalement une question de coût. Quand vous donnez à Elior, à Sodexo, à que sais-je, 1,50 € ou 2 € pour faire un repas, il ne faut pas s'étonner de la qualité gustative qu'il y a derrière. Donc là encore,
le projet d'établissement et le projet budgétaire qui en découle, il doit vraiment le prendre en compte parce que le temps du repas, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et puis les ateliers cuisine, bah, ça permet également d'avoir des repas qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, c'est pas conseillé, hein, je suis pas sûr que les services vétérinaires soient forcément d'accord avec ce que je vous raconte, mais tant pis. Euh, voilà, pouvoir faire une tarte aux pommes, pouvoir faire euh, là, on a un petit jardin, on va planter des citrouilles, on va planter des tomates pour pouvoir faire des plats qui vont avec. Bah, c'est hyper important, je trouve, et ça permet de bien manger. Faut quand même savoir qu'on m'a déjà rétorqué hein, que, bien évidemment, les résidents pouvaient faire un atelier cuisine et faire une tarte aux pommes, et puis après, ils l'achetaient et ils pouvaient manger la tarte aux pommes hein, de chez Leclerc parce qu'il y avait une date limite de péremption et on pouvait garder la traçabilité. Je trouve que c'est débile et pas adapté. Peut-être qu'un jour, je m'en mordrai les doigts, mais chez nous, on fait de la cuisine et c'est chouette. Oui, vous nous décrivez une belle offre de service qui ressemble à un vrai lieu de vie. Ben, ouais, enfin, les odeurs de bouffe, les odeurs voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont mangé, mais voilà, ça met en appétit, ça fait partie. Enfin, le moment du repas, aussi culturellement en France, hein, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose à vraiment pas négliger. Et quand c'est pas bien pensé dès le début, eh ben, on galère après. Très bien. Je vais vous laisser continuer, puis on reviendra sur certaines. J'ai aussi certaines questions de manière large. Ah ben, je crois que je viens de passer. Alors, l'offre de service, c'est aussi des activités adaptées qui font l'objet d'un projet d'activité. Ce projet d'activité, il est issu des projets individualisés et je dirais une activité n'est qu'une médiation. On, on peut répondre à des objectifs identiques, que ce soit dans un atelier compte animé ou dans un atelier cuisine. Euh, Parce que chez un tel, on va travailler la socialisation, chez un autre, on va travailler la motricité fine, chez encore un autre, on va travailler la sensorialité. Et tout ça, l'activité n'est qu'une médiation à la mise en œuvre de ces objectifs des projets personnalisés et donc ils sont évalués dans le cadre de ce projet une fois par an. Alors, les activités adaptées, on a la chance à la masse d'avoir une belle balnéo avec un bain à bulles, avec des buses qui font des hydromassages. On a une chromothérapie à l'intérieur du bassin. Là encore, on y accède avec un rail. On a une belle salle snozelen aussi avec un vidéoprojecteur qui peut vous balancer dans une ambiance marine, dans une ambiance sylvestre ou que sais-je, avec un matelas haut, des coussins vibrants, des colonnes à bulles ou à balles qui changent de couleur en fonction du thème qui a été retenu sur la tablette. Il y a des ateliers esthétistes, des ateliers art plastique, des jeux au sol, l'atelier Bachet. On fait également intervenir une art thérapeute et une musicothérapeute afin de pouvoir un petit peu diversifier et aider les professionnels à se ressourcer et à être alimentés parce que c'est compliqué de pouvoir de proposer toujours les mêmes activités aux résidents. Pour moi, une activité, elle doit avoir un début et une fin. On ne peut pas demander à un professionnel d'animer un atelier jeu au sol ad vitam aeternam. Ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir l'aider et l'accompagner. Donc la formation, elle est fondamentale. On a beaucoup de formations axées sur les activités et les médiations qui en sont
autres la stimulation basale. Donc, c'est important qu'un projet d'activité, il ait un début, il ait une fin pour pouvoir permettre aux professionnels aussi d'en sortir et recommencer autre chose et de pouvoir aussi, en résidant, de faire des choses un petit peu différentes. Et puis, qui dit choses très structurées, dit aussi acceptation d'autres temps, des animations qui sont plus spontanées, qui sont libres. Euh, Parce qu'on a une organisation qui est structurée, on peut se permettre d'avoir des digressions. Et si on a prévu le jeudi après-midi un atelier compte en intérieur, alors qu'il n'a pas fait beau depuis 2 mois et qu'on n'a pas mis le nez, qu'on n'a presque pas mis le nez dehors, et qu'aujourd'hui il fait super beau et qu'on peut aller faire une balade au parc, etc. Bon, on va faire une balade au parc, c'est vachement plus intéressant un atelier compte. Donc, quoi. Euh, c'est important de s'organiser pour savoir ce qu'on va y faire et ce qu'on va proposer, mais du coup, ça nous autorise un peu à s'adapter à la réalité du fonctionnement. C'est important aussi d'avoir des caractères festifs, des choses qui changent de l'habitude. Et tout ça, ça doit être des prétextes à des temps de liberté motrice, à des sorties, à des temps de relations duales. Next. Les équipes pluridisciplinaires. Alors, dans les masses, on a moins de personnel que dans les structures pour enfants. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des gens bien. Des gens bien, des aides médico-psychologiques, des AES, des AS, des agents de soins. On a aussi des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs qui ont des fonctions de coordination. L'éducateur coordonne de manière plus générale et surtout centrée sur la rédaction des projets individualisés. Les moniteurs éducateurs, eux, sont davantage au cœur de l'unité pour la mise en œuvre de l'accompagnement quotidien et aussi l'accompagnement à la mise en œuvre des projets individualisés sous forme d'activités adaptées. On a des équipes paramédicales avec des infirmières de jour qui sont d'astreinte la nuit. Alors, on est à Paris, donc voilà, quand on fait le 15, 8 minutes après, les pompiers sont là. Donc, ce n'est pas la même chose, cette couverture de soins, quand on est à Plary, en plaqueur. Je veux dire, Cochin, c'est à 300 mètres de la structure, que quand on est au fin fond, comme moi j'étais à Loris, à côté de Montargis, dans le Loiret, où on est à une demi-heure, trois quarts d'heure du premier hôpital. On a des rééducateurs, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes. On devrait avoir des orthophonistes, mais on l'a dans le budget, mais en fait, on n'en a pas. Ça me fait penser la petite incartade que j'ai fait tout à l'heure autour de la communication et du travail qui est fait par les ergothérapeutes dans notre structure, avec un temps qui est de plus en plus important, consacré à la communication. Et pour l'instant, on en est encore à l'aide des supports que je vous disais, à découvrir les potentialités du résident. Et puis, on a entamé une réflexion dans l'institution, parce que la communication, ça veut dire plein de choses. Ça fait poser plein de questions. Entre autres, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous est dit? On le dit à Paul et on ne le dit pas à Marie. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que de découvrir que le résident peut faire un choix pour lui? Alors que ça fait 30 ans qu'on lui demande très peu son avis, parce qu'on n'avait pas les moyens de percevoir son expression. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions qui sont assez vertigineuses et dont on a commencé à y réfléchir sérieusement, parce que vraiment, c'est impressionnant.
Et on n'en est pas très fiers d'ailleurs. Les équipes médicales, il y a des médecins généralistes, des MPR, il peut y avoir aussi des psychiatres, mais il ne faut pas oublier aussi tout le staff administratif, tout le staff des services généraux. Voilà, un établissement, c'est un travail transdisciplinaire et chacun a besoin des uns des autres. Et donc, si on met tous les moyens, tous les œufs dans le même panier, ben, ça ne marche pas bien. Donc, on a autant besoin des services généraux que de kinés, j'exagère à peine. Et c'est important d'avoir comme ça des équipes complètes dont les moyens sont adaptés à chaque métier. Je peux passer la slide. Alors, attendez, parce que j'ai une... Sandrine qui demande comment faites-vous avec des jeunes qui arrivent et qui, justement, ont déjà un outil de communication? On essaye de se l'approprier. C'est important. C'est un peu la difficulté, c'est que il y a aujourd'hui énormément de médiations de communication qui sont proposées. Ça va de l'eye tracking, en passant par le Makaton, en passant par tout un tas de médiations de communication. Et on se doit de pouvoir les utiliser, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, entre autres, l'alternance, telle qu'elle est mise en œuvre chez nous, les professionnels, ils doivent connaître. Alors, dans le 14e, il y a 34 résidents, alors il y a 9 externes, ça fait 23 projets individualisés, 23 modalités de communication, 23. Enfin, c'est compliqué à demander à connaître tout ça. C'est légitime et c'est à 100% nécessaire, mais ça reste complexe. Il ne faut pas se leurrer. Vous pouvez revenir en arrière. Ah, pardon. Oui, non, non, j'avais fini, pardon. Excusez-moi. Donc, le personnel, pour moi, le travail, il doit être transdisciplinaire. C'est important de croiser les regards. Ce n'est pas le médecin qui a raison, ce n'est pas l'AMP ou l'AES qui a raison, ce n'est pas le kiné, ce n'est pas l'ergo. En fait, c'est ces regards croisés qui vont pouvoir définir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux le résident. Et c'est ces regards croisés-là qui permettent de faire émerger les projets individualisés, les modalités d'accueil. C'est important aussi d'avoir cette capacité de prise de relais entre collègues, mais aussi entre les disciplines. Il n'y a pas de métier noble et de métier ingrat. On accompagne tous les résidents. Après, on a des savoir-faire qui sont différents et il faut faire en sorte que ces savoir-faire soient une richesse et pas une source de tension. Et quand moi, dans la structure, les équipes paramédicales accompagnent les résidents sur les unités. Moins ils sont dans leur espace de rééducation, mieux je me porte. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'a pas suffisamment de postes. On n'a pas suffisamment de postes de rééducateurs par rapport aux besoins des résidents. Donc, je préfère qu'ils accompagnent les résidents sur les lieux de vie, des résidents avec les professionnels, de manière à ce que puisse y avoir des transferts de compétences qui se font parce que le kiné, il va manipuler le résident d'une certaine manière, et le professionnel pourra s'en inspirer, et en même temps, quand le kiné il vient accompagner un résident, il va pouvoir discuter avec le professionnel, savoir comment le résident il a mangé ce midi, comment il s'est levé, quelle nuit il a passé, et c'est pas simplement un accompagnement à la chaîne comme dans un cabinet, c'est aussi
mettre les résidents en capacité de recevoir l'accompagnement de rééducation qui lui est proposé. Donc, la nécessité de travailler ensemble, quitte à faire une partie du travail de l'autre. L'interdépendance des services fait que, de toute manière, le manque de personnel paramédical nécessite le relais des équipes d'accompagnement. Si on veut favoriser la liberté motrice, si on veut que les professionnels puissent verticaliser les résidents, puissent installer les résidents sur les flèches, sur les dynamicaux, etc., etc., il y a besoin de ce transfert de compétences. Donc, il faut travailler tous ensemble. Besoin que les équipes d'accompagnement respectent les lieux de travail et respectent le travail qui est fait par les services généraux. C'est-à-dire que quand on donne à manger à un résident, eh ben, on en met partout parce qu'on va favoriser son autonomie. Donc, on va le laisser manger seul, donc il va en mettre partout. Et quand c'est sale, du coup, c'est sale par terre, c'est la réalité. Et ben, on nettoie surtout, on ne va pas marcher dans les couloirs en les faisant traîner de la betterave ou que sais-je derrière. Le médecin aussi, il a besoin de l'observation du personnel d'accompagnement parce que un résident qui est en difficulté pour exprimer ce qu'il en ressent, si le médecin il reçoit pas l'avis des accompagnants ou de la famille, il est bien embêté. Et enfin, le personnel d'accompagnement, il a besoin aussi de comprendre telle problématique neurologique, pourquoi le résident il va réagir de telle ou telle manière, et le médecin va pouvoir l'accompagner. Donc, on est tous interdépendants pour pouvoir accompagner au mieux les résidents. Et donc, manager les masses, c'est faire vivre cette interdépendance et cette transdisciplinarité fondamentale du personnel. Alors, je suis désolée, on a Véronique qui demande si vous avez autant d'éducateurs que d'aides-soignants. Ah non, non, non. J'ai deux éducateurs spécialisés, j'entends. Hein. Je dois avoir une trentaine d'AMP aides-soignantes. D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez que je passe la slide? Oui, s'il vous plaît. Alors, les partenariats aussi, ils sont importants parce que les masses, elles ne sont pas seules, elles sont inscrites dans un territoire et donc on va travailler avec l'hôpital de proximité, on va travailler également avec la pharmacie, avec l'HAD, on va travailler avec des spécialistes, que ce soit en psychiatrie, en neurologie, en gynécologie, en stomatologie, on va travailler avec des maisons médicales. Donc, petit à petit, on va bâtir des conventions pour pouvoir accompagner au mieux. Ça peut être aussi avec un service de fin de vie ou autre. C'est important d'avoir des relais, pas en interne, mais qui permettent d'accompagner de manière vraiment pluridisciplinaire le résident dans tous ses besoins, notamment médicaux, mais il n'y a pas que le médical, il y a aussi les activités culturelles et sociales. Quand je vous disais tout à l'heure que la masse a deux conventions avec une art-thérapeute et une musicothérapeute, c'est important. C'est important aussi les partenaires dans les centres de formation. Alors, les centres de formation ont sous deux formes. Moi, j'interviens dans des centres de formation du territoire, dans les structures pour infirmières, aides-soignantes, AES aujourd'hui, moniteur éducateur, de manière à transmettre ce que c'est que d'accompagner des adultes polyhandicapés et leur donner envie de venir dans nos structures. Et puis, travailler avec les centres de formation, c'est aussi avoir des formations qui permettent
avec le CESAP, avec le centre de ressources multi-handicap, d'avoir des formations qui soient adaptées aux besoins de nos structures, à l'accompagnement d'analyse des pratiques ou autres. Et puis enfin, c'est aussi important d'avoir des partenaires qui peuvent prendre le relais quand on est en difficulté chez certains résidents. Là, tout dernièrement, à la masse, j'ai une maman qui s'est fait opérer de la hanche, qui est seule à la maison, qui ne pouvait plus accompagner son enfant, qui était dans le cadre d'une alternance 15-15. Il a fallu trouver des partenaires extérieurs pour organiser le relais. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Ouais, Ah, mais alors, on doit être arrivé au bout. on est arrivé au bout. Je vais mettre de la lumière. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, vous pouvez soit redémarrer vos micros et nous la poser de vive voix, sinon vous pouvez la poser dans le chat à l'écrit. J'ai une petite liste de questions qui ont été envoyées. Je vais la reprendre. Qui ont été envoyées lors des inscriptions. Hop, ça doit être là. Alors, en tout cas, vous nous avez décrit un bel établissement qui est un beau lieu de vie qui semble être. Enfin, on en comprend que les résidents sont acteurs de la vie qui est animée avec un emploi du temps, un agenda. Et je pense que on reçoit beaucoup de questions des parents et de situations. Et effectivement, je découvre sur la question de Sandrine, comment faites-vous pour gérer la pénurie de personnel, puisqu'on sait bien que du coup, c'est difficile de maintenir des activités et des plannings d'activités avec la pénurie de personnel. On n'est pas un établissement on est un établissement comme les autres. Oui, effectivement, il y a une pénurie pour le recrutement. Là, j'ai un poste de moniteur éducateur sur l'internat du soir qui n'arrive pas à être pourvu depuis plusieurs mois. J'y arrive pas, je n'ai pas de candidat. Et pourtant, je suis en plein cœur de Paris et on a la chance d'avoir quand même pas mal de professionnels pour pouvoir faire des remplacements, mais il y a aussi il y a la fuite, mais il y a aussi l'approche du travail qui n'est plus tout à fait la même que ce qu'on a connu, nous, enfin moi en tout cas, quand j'ai travaillé, où le CDI était le Saint Graal. Quand on nous le proposait, c'était Alléluia, la panacée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça m'arrive de proposer à des remplaçants un CDI, ils n'en veulent pas. Ça ne les intéresse pas parce que ils sont intéressés par la souplesse qu'offre de pouvoir bosser pendant 3 mois quasiment non-stop sans congé, puis de se barrer un mois et demi. Voilà, des choses que dans les structures ne sont pas adaptées. Et puis après, c'est pour ça que je disais que le travail avec les centres de formation il est important parce que on accueille beaucoup de stagiaires, non pas pour travailler en tant que stagiaire, hein, mais pour susciter des vocations. C'est pour ça aussi que j'interviens dans les centres de formation, parce que faut donner envie de venir travailler dans nos structures, parce qu'elles sont chouettes, nos structures, mais encore faut-il qu'on les connaisse. J'avais une autre question qui avait été posée, qui est intéressante. Existe-t-il un annuaire des masses? Alors, oui, j'ai plus le nom en tête, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a ce qui s'appelle Via Trajectoire, qui est fait par les MDPH et l'ARS, qui est censée être la nouvelle modalité informatique d'inscription dans nos structures. On ne devrait plus accueillir sur candidature, mais sur dossier déposé
via trajectoire, où on va sélectionner les structures qui se sont décrites, qui sont décrites en termes de modalités d'accueil, en termes de plateau de service, etc. Et puis, on va pouvoir déposer via Internet les dossiers à l'intérieur. Alors, on revient à la question je l'avais dit qu'on y reviendrait, la question des places en externat. Et Véronique demande, les parents demandent plus de places en externat et pourtant les masses n'évoluent pas vers plus de places en externat. Pourquoi? Vous avez dit que c'est les établissements gestionnaires qui décident de ce projet. Et alors, pourquoi sont-ils pas forcément positionnés sur l'externat? Pourquoi Ce qui est sûr, c'est qu'une structure qui a ouvert avec des places d'internat ne peut pas proposer d'externat. Ça, c'est évident. Il faut savoir que nos structures sont financées soit avec un prix de journée d'internat, soit avec un prix de journée d'externat. Le prix de journée d'externat étant moindre que le prix de journée d'internat. Une fois que c'est ouvert comme ça, on ne peut plus faire autrement. C'est à penser à l'ouverture et après, c'est à penser en termes d'extension. Mais oui, je trouverais normal que chaque masse puisse avoir des places d'externat et avoir des places d'internat parce qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus aux besoins. Et quand la grande mode qui est la désinstitutionnalisation des structures et qu'on continue à s'enfermer sur une logique d'internat, c'est pas bien. Je pense vraiment que nos structures sont indispensables à la qualité de l'accompagnement des adultes polyhandicapés. J'y crois fermement. Je ne crois pas à la désinstitutionnalisation. Je pense que ce serait même une catastrophe parce que ce n'est pas une heure d'ékiné, une heure d'ergo, une heure d'éduc dans la semaine qui va faire la qualité de l'accompagnement d'un résident polyhandicapé. Mais il n'y a que nos structures qui peuvent le faire. Par contre, que les structures puissent offrir des modalités plus souples d'accompagnement, plus évolutives, qu'on soit plus sur des logiques pas de plateau de service, parce que ça pourra difficilement être à la carte. Je veux dire, moi j'ai 22 places à l'externat, j'ai 20 places à l'internat, j'en ai pas... je ne peux pas basculer de l'un vers l'autre. Aujourd'hui, je n'en ai pas les modalités. Pour autant, d'avoir des modalités qui puissent avoir une certaine évolution, on va jongler en fonction des situations des uns et des autres. Pour y avoir des solutions transitoires qui seront trouvées. On finit par s'en sortir. Et Sandrine dit, pourtant, on parle de projet de vie, et effectivement, voilà, c'est sûr qu'on doit jongler, et pourtant, voilà, aujourd'hui, ce qui correspondrait à l'accueil, chacun de faire en fonction de ses besoins et de ses spécificités. Oui, c'est sûr. Je comprends et ça me paraît tellement pertinent comme remarque. Après, il y a la question du financement. Je dis n'importe quoi. Deux résidents qui étaient accueillis en internat disparaissent pour X raisons, s'en vont ou décèdent. J'ai 2 places d'internat qui se libèrent. Si aucun de ceux qui étaient accueillis ou en alternat ou en externat ne prennent ces places en internat, si on suit cette logique d'évolution de l'accueil, on est coincé et on proposera 2 places d'internat, même si les résidents qui sont proposés demandent de l'externat. Je ne pourrai pas faire autrement parce qu'on a un financement sur un internat. Et si jamais, cassons cette logique de financement, si jamais on dit, non, finalement, c'est plus 22-20, mais c'est 24-18. Oui, mais qu'est-ce que je fais des veilleurs de nuit?
Si jamais il n'y a plus de résidents à l'internat, je les licencie. Qu'est-ce qu'on fait des professionnels qui travaillaient sur l'équipe du soir et qui n'ont plus que 6 résidents sur 12? J'en fais quoi? Non, mais c'est des problématiques, effectivement, qui sont entendables. Mais c'est vrai que ces questions de financement, parce qu'elles sont au cœur des problématiques, enfin, en tout cas, de ces problématiques et du fait qu'on propose de l'internat plutôt que de l'externat, c'est difficilement entendable pour des parents qui sont dans l'obligation de changer d'établissement. La plupart du temps, ça se passe bien et qu'il y a une stabilité depuis des années. On va passer sur un changement radical qui est l'internat, et ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Voilà. On avait Sandrine qui demandait quelque chose d'assez lié finalement, mais on change un peu de sujet. Que pensez-vous des Je initiatives vous qui se entends. multiplient? Je Ah, vous pardon. entends plus. Alors, que pensez-vous des initiatives qui se multiplient autour des logements inclusifs face au manque de place en structure adulte dans certaines régions? Alors, je vais L'habitat dire, partagé, etc. ça dépend. Euh, J'en pense du bien puisqu'on en a une qui fonctionne bien, qui est un lieu de vie, mais c'est pas adapté pour tout le monde. Voilà, des résidents polyhandicapés qui ont des troubles du spectre autistique, des résidents enfin, l'habitat inclusif, ça sous-entend de pouvoir être en capacité de vivre dans une habitation de lieu collectif. Si des résidents crient beaucoup, voilà, ça peut générer des problèmes de voisinage et engendrer des rejets. Donc, j'en pense du bien quand c'est adapté. J'en pense du mal si c'est pas adapté. Et j'en pense du mal si on ouvre avec pas suffisamment de moyens. Parce qu'en fait, si on n'a pas suffisamment... Généralement, c'est des petites unités. Qui dit petites unités dit plus grand nombre de professionnels. Là, sur l'unité d'un habitat inclusif, j'ai en gros 3 professionnels le matin, 3 professionnels le soir et un éducateur en journée pour 8 résidents. C'est énorme comme ratio d'encadrement dans ce type de sujet. C'est énorme, mais j'ai un professionnel qui ne vient pas le matin parce qu'ils sont malades ou que sais-je. Ben, ils sont plus que 2. Plus l'éducateur. Ben, s'ils font une sortie un peu longue, ils sortent à 2, un pour un. Donc là, il n'en reste plus qu'un pour les 6 résidents. Donc, si on n'a pas suffisamment de personnel, ça peut vite être un lieu inclusif, qui se veut inclusif, en tout cas étiqueté comme ça, mais dont on ne peut pas sortir, parce qu'on n'est pas assez de personnel pour accompagner les résidents. Donc, il ne faut jamais ouvrir ce type de structure sans les moyens qui vont avec. Ce serait catastrophique. Sandrine vous remercie. Alors, on a une autre question qui est la suivante. Est-il facile de changer de masse en cas de changement de situation des parents? Par exemple, la retraite, un changement de lieu de vie, un déménagement, etc. Ça se travaille et ça s'accompagne et ça se prépare, mais c'est au même titre que c'est compliqué de trouver une structure quand on sort d'un établissement pour enfants. Il y a qu'à voir les amendements Creton. C'est compliqué de trouver une structure quand les résidents déménagent. Mais oui, ça m'est arrivé d'accompagner une résidente dont la famille partait vivre en Bretagne pour la retraite. Voilà, mais elle avait fait un travail auprès de la structure où ils pensaient aller vivre depuis bien longtemps. Il y avait des dossiers de déposer et voilà, quand il y a eu une opportunité, ils s'en sont saisis. Mais ça s'anticipe très longtemps à l'avance. C'est 5-10 ans. Alors, je regarde parmi la liste des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois Sandrine qui démarre sa caméra. Alors, alors il faut redémarrer le micro. Il n'y a pas de micro. Je ne vous entends pas. Je ne t'entends pas, Sandrine, si tu veux bien démarrer le son. Bon, moi, je ne vous entends pas.
Est-ce que le micro est Non, toujours pas, décoché? Sandrine. Sandrine, on te laisse essayer de régler ton problème de micro. On va prendre la question de Sandrine entre-temps. Comment faites-vous pour respecter le rythme de la personne? On essaye de faire au mieux. C'est compliqué. On jongle entre la contrainte de la collectivité et le besoin du résident. Là encore, c'est dans le cadre des projets individualisés qu'on va déterminer la modalité d'accompagnement et qui va prendre en compte cette spécificité si dans le 13e arrondissement, sur l'habitat inclusif, voilà, il y a des résidents qui aiment bien dormir le matin. Ils ont 55, 60 ans. Il faut se poser la question de ça sert à quoi de les embêter à les lever à 7h30 le matin. Et en même temps, quel impact ça peut avoir sur l'appétence et la dynamique de vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question de la stimulation. Je crois que ce qu'apportent aussi nos structures, c'est justement ces stimulations qui peut être parfois contraignantes de la vie en collectivité, mais qui apportent une stimulation importante. Donc, il faut trouver le juste équilibre en fonction du besoin du résident et la réalité. Je- Là, on se posait la question dernièrement d'un résident qui avait pris un peu de poids, et savoir si c'était pertinent de rentrer dans des logiques de régime hypocalorique, parce que, et en même temps, il a 60 ans, il aime bien manger ses gâteaux. Est-ce que ça vaut le coup de l'embêter? Voilà, faut discuter avec le médecin, faut discuter avec les accompagnants, faut discuter avec tout le monde pour essayer, avec le résident, pour essayer de voir ce qui est le plus adapté à lui. Il y a, il y a jamais, je pars jamais d'une réponse binaire, c'est jamais blanc ou noir. Ça ne peut avoir de sens que si c'est adapté et réfléchi en termes de besoins pour le résident. Et ce qui est vrai pour Pierre n'est pas vrai pour Paul. Oui, un tel, non, il faut le lever le matin parce que c'est important, parce que sinon, oui, il rentre dans des logiques d'enfermement et puis c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour lui. On est tous à peu près d'accord pour le penser comme ça. Et puis un autre, oui, il est fatigué, il est de plus en plus fatigué, donc laissons-le dormir matin, c'est pas très grave. Et personne n'a la réponse. C'est pas le médecin qui a la réponse, c'est pas l'éducateur, c'est pas la famille. C'est ce regard croisé. On pèse le pour et le contre, et puis entre une logique de, on se pose la question de ce qui est bien ou pas bien, de bénéfice-risque. Je cherchais mes mots, pardon. Voilà, on est souvent sur cette logique-là. D'accord, on n'a pas levé le problème de Sandrine avec le son, mais je crois qu'elle a coupé. Elle va peut-être revenir pour essayer de régler le problème. Du coup, Véronique nous demande quelle est la moyenne d'âge de vos résidents. Alors, la moyenne d'âge, je crois que c'est 32, 34, mais c'est pas significatif parce qu'une moyenne, ça reste une moyenne et c'est pas très intéressant en soi, parce qu'ils pourraient tous avoir une trentaine d'années et avoir une moyenne d'âge de 32 ans. Et moi, dans la structure, c'est pas du tout le cas. On a des résidents qui ont une vingtaine d'années, d'autres qui ont une trentaine, et c'est relativement équilibré jusqu'à jusqu'à 55 ans. Voilà, les fourchettes d'âge sont à peu près équilibrées. D'accord. Alors, Sandrine, on te voit toujours, mais on t'entend toujours pas. Le micro est toujours coupé. Je ne sais pas si tu arrives à régler le problème ou si dans le cas contraire, parce qu'on ne t'entend pas, tu peux poser la question dans le chat.
J'essaye de lire sur tes lèvres, mais si tu cherches, tu as dans le bas du, si dans le bas du Zoom, en dessous du quadrillage, discussion, et si tu cliques dessus, tu vas faire apparaître le chat et tu peux poser ta question. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre question entre deux? Je regarde la liste des questions qui avaient été posées. On avait une autre question. Quelle place pour le médecin? Comment son intervention s'organise-t-elle? Est-il obligatoirement médecin traitant? Médecin généraliste? Alors, non, il est pas médecin traitant, il n'est pas forcément médecin traitant. Encore une fois, ça dépend des structures. Moi, notamment dans le cadre de l'alternat et de l'externat, les résidents, ils ont leur médecin traitant. Par contre, dans le cadre de l'internat inclusif, on a monté un partenariat avec un médecin de quartier qui est médecin traitant des résidents. Après, le rôle du médecin, il est clé parce que c'est lui qui a un savoir médical sur lequel on se repose. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où le médecin il préconise telle ou telle chose, du moment que c'est du registre du médical, c'est lui qui a raison. Et on se plie à son avis. Après, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir, comment dire, prendre en compte l'avis des uns et des autres. Je prends l'exemple dernièrement, il y avait une famille qui souhaitait qu'un résident soit équipé d'un Pénilex. Et, mon médecin avait dit OK, pourquoi pas. Ça lui permettra de ne pas avoir un change mouillé dans la journée. Pourquoi pas. Sauf que qui dit Pénilex, déjà Pénilex avec les chaleurs qu'il y a actuellement où les shorts commencent à apparaître, je trouve qu'en termes d'image, c'est compliqué. Et puis c'est surtout que l'accompagnement des résidents, il y a beaucoup de temps au sol, de temps d'activité, on les fait bouger, on les fait... donc, est-ce que c'est pertinent? Moi, l'expérience que j'ai dans les structures sur les Pénilex, c'est quand même que ça génère assez, au bout d'un moment, ça génère des problématiques cutanées qui sont pas négligeables non plus. Donc, le Pénilex, pour répondre à des problématiques passagères, quand il y a des problématiques cutanées, qu'il ne faut surtout pas que la peau des fesses soit souillée ou autre, ça, je peux tout à fait l'entendre. Par contre, les changes d'aujourd'hui sont quand même d'une efficacité importante et que quand le résident il est souillé, si le change est encore efficace, il n'a pas les fesses mouillées, et s'il a les fesses mouillées, il faut le changer. Donc voilà, on peut s'interroger sur la pertinence ou pas de telle ou telle chose, et on en discute tous ensemble, et on pèse le pour et le contre, et encore une fois, on réfléchit en termes de bénéfices-risques sur les préconisations qui sont faites. Mais à la fin, c'est le médecin qui tranche sur les questions médicales. D'accord. Donc, alors, Véronique nous demande, est-ce que le médecin de la masse peut donner un médicament à un résident sans l'aval ou l'avis de ses parents? À partir j'essaye de le penser. En fait, ça se pose pas, ça s'est jamais posé en tant que tel. Donc, je pense que je réfléchirais en termes de juridique cette fois-ci. Et à partir du moment où les parents sont tuteurs, ils sont légitimes à demander un autre avis médical. C'est comme ça que, mais ce serait bien triste d'en arriver là. Sandrine demande, j'ai bien noté la question de Sandrine Madry, mais du coup, on reste sur le côté un peu médical. Ah, ça y est, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Un peu d'écho. Oui, parce que je suis sur mon portable et en même temps sur ma tablette pour essayer d'avoir le son. En fait, mon problème, c'est que mon conjoint et moi-même ne sommes pas à la retraite tout de suite.
Nous avons encore 4-5 ans pour être à la retraite et nous aimerions que notre fille... Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Excusez-moi, on est en train de créer des problèmes techniques. Nous aimerions changer de région, aller dans 17, près de chez mes parents. Et est-ce qu'on peut changer de masse? Est-ce que c'est facile de changer de masse? Parce que Tess, ma fille, va avoir 18 ans, donc elle va être à la masse dans notre région, 78, enfin, si on trouve une place. Est-ce que c'est facile de changer de masse? Non, c'est pas facile, mais c'est pas facile quand on est dans une structure pour enfants et qu'on cherche une place en masse. Et après, une fois qu'on est dans une masse, c'est pas facile. Mais déménager, c'est un bon argument pour pouvoir envisager d'aller une structure. En tout cas, c'est tout à fait possible. Et moi, je disais tout à l'heure qu'il y a quelques années, on a accompagné une résidente et sa famille qui est allée vivre en Bretagne parce que ses parents allaient vivre en Bretagne. Mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à chercher des places. D'accord, donc c'est dès maintenant qu'il faut qu'on cherche une place, Oui, et la prendre quand elle se présente. même si c'est, cela veut dire, aller-retour, parce qu'en fait, nous, ce serait du 78 au 17. Donc c'est quand même... Oh, excusez-moi, je suis en train de me battre avec mon ordinateur, enfin ma tablette. Ça voudrait dire, c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à chercher. Ah oui, oui, moi je pense. Et être prêt à faire un accueil alors que vous n'avez pas encore déménagé. D'accord. Et si on ne veut pas qu'elle soit enfin, en internat, ça voudrait dire, Ah, mais ça, c'est compliqué. là, ça va être compliqué parce qu'on travaille tous les deux dans le 78. Repartir tous les jours dans le 17, ça va être un peu compliqué quand même. Ah oui, c'est juste pas possible. Non. Bien. Mais si vous voulez, les places sont tellement peu nombreuses. De toute façon, enfin, je veux dire, à un bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat, hein. Une place qui se libère Mm. dans une masse, il y a 90% de chances que ce soit rattaché à un décès. Donc, ce n'est pas anticipable et on ne peut pas le prévoir et ce n'est pas souhaitable. Donc, les places qui sont libérées dans les structures, elles ne sont pas nombreuses et on a des listes d'attente. Après, moi, je trie les listes d'attente parce que je ne supporte pas de laisser de l'espoir à des familles dont ce n'est pas pertinent, donc je fais une réponse. Mais oui, c'est compliqué. On a Véronique pardon, qui nous dit qu'elle a attendu 7 ans à la place en masse. Oui, oui, ça me paraît cohérent. D'accord. Donc, bon, ben, on commence à chercher maintenant. Et puis... Quand je dis que ça me paraît cohérent, je ne dis pas que c'est souhaitable, hein, mais Non, non, mais on garde nos commentaires parce qu'on sait bien que vous n'êtes pas forcément le seul responsable. Bon. On garde nos commentaires parce qu'on sait que vous n'êtes pas le responsable. Mais effectivement, voilà, ce sont des situations qui sont exécrables. Enfin, voilà, c'est pas. Ben, c'est insupportable, hein, j'en conviens. Merci beaucoup. On avait une autre question, alors du coup, que je voulais poser pour Sandrine. Quelle est la place de de la famille, pardon, quelle est la place de la famille dans l'accompagnement de l'adulte aux côtés des pros, puisque tout à l'heure, vous l'avez dit que c'était un travail d'équipe. Et donc, quelle est la place donnée à la famille et comment elle est inclue dans le quotidien? Pour moi, elle est majeure. Enfin, je m'imagine pas travailler sans les familles. Ça n'aurait pas de sens. Le résident adulte polyhandicapé, sa vie sociale, ses connaissances en dehors de l'établissement, ben, si on lui retire sa famille, il n'y a plus grand monde. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens que d'accompagner un adulte polyhandicapé sans travailler avec la famille. En bonne intelligence, hein. Après, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Euh, des fois, on fait des bêtises, des fois, on n'est pas d'accord avec ce que font les parents. C'est des fois rock'n'roll. Et comment faire autrement?
Très bien. J'ai une question qui avait été posée plus ou moins, c'est plus ou moins 2 fois la même chose. C'est le ratio de personnel en rapport au nombre de personnes accueillies. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est établi national? Est-ce qu'il Non, y a un ratio établi ou c'est une gestion d'établissement? C'est dépendant de non, non, c'est malheureusement pas un ratio établi et c'est très différent d'une structure à une autre. Et donc ça, c'est l'établissement gestionnaire qui le décide comment ça fonctionne? C'est non, c'est pas l'établissement gestionnaire, c'est qu'à un moment donné, l'association a déposé un projet aux ARS. Ils ont obtenu un financement et ça permet de financer tel ou tel poste. Et que on a quand même connu ces derniers temps, ça a un petit peu changé la notion d'appel à projet. Et la question du moins 10 ans, elle se posait. Moi, j'en veux beaucoup aux associations qui ouvrent des structures avec des moyens qui sont très limités, même si je le comprends. Je comprends que c'est mieux que, je comprends le c'est mieux que rien, mais on ne fait pas on fait pas le même boulot. Enfin, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas moi, j'ai 22 internats, 20 internats, 22 externats, j'ai 71 et quelques, 71, 62 ETP d'agré. Voilà, ça me permet d'avoir des ratios d'encadrement qui tiennent la route. Mais ce n'est pas partout pareil. Et pour moi, un bon, euh, un bon accompagnement quotidien, je ne parle pas des infirmières, je ne parle pas des kinés, je ne parle pas des ergots, des psychomotes. C'est au moins un ratio d'accompagnement d'un professionnel pour 3 résidents. D'accord. Ça me paraît être un bon ratio où on peut commencer à faire du bon boulot. Sinon, on fait des toilettes. On fait des toilettes et on donne à manger. Très bien. Alors, ma liste des questions qui avaient été posées en amont de ce webinaire est écoulée. Je ne sais pas si vous, en tant que participant, vous avez encore d'autres questions. On va attendre une minute si vous en avez. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez les poser directement à contact, s'il y a des choses qui vont venir après, à contact@afsr.fr et puis on transmettra à M. Pivetta voilà, qui pourra nous faire une réponse. En restant bien sûr sur des questions d'ordre général, parce que voilà, les questions d'ordre personnel, je pense, doivent se poser aux établissements concernés. Ce webinaire sera proposé en replay sur notre chaîne YouTube comme habituellement. Et voilà, je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter, monsieur. Moi, non, je n'ai pas de choses à rajouter. Vous avez mes coordonnées. Si jamais il faut répondre à d'autres questions, ce sera avec plaisir. Très bien. Eh ben, il me reste à vous remercier pour votre participation et pour toutes les informations que vous nous avez données. Voilà, écoutez, Sandrine nous dit merci, bonsoir. Donc, il est l'heure de vous saluer. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Beaucoup. Merci beaucoup. Sandrine. Voilà. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.